On est au jour 16 de la campagne, c'est presque la moitié. C'est aussi la dernière journée pour présenter un candidat dans une circonscription où il n'y en a pas déjà. Alors, où en sont les partis là-dedans? Je parle de tout ça et de bien d'autres choses avec notre panel de journalistes. Vous les connaissez, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de La Presse, Christopher Nardi, courriériste parlementaire National Post, et Guillaume Saint-Pierre, courriériste parlementaire, Journal de Montréal. Alors, bonsoir, vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On approche lentement mais sûrement de la mi-campagne. Alors, à ce moment-ci, est-ce que les partis commencent à évaluer leur siège, à se dire, lui, ça va fonctionner, elle, ça va pas fonctionner, elle, ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans les coulisses du parti? Est-ce qu'il y a des noms, des gros noms, par exemple, qu'on connaît, là, qui commencent à ressortir, où les partis se disent, on est sûr d'avoir ce siège-là ou on est sûr de perdre ce siège-là? Christopher. Oui, au Québec en particulier, on peut entendre des échos, disons, de l'autobus bloquiste ou des campagnes, surtout des libéraux, où on sait, par exemple, le Bloc, ils sont souvent à Montréal, mais je pense qu'ils savent que en ce moment, avec les sondages qui indiquent un 23 % d'appui versus 43 pour les libéraux, que la région de Montréal, par exemple, bien, les ambitions elle devrait être réduite. Ouais. C'est ça. Évidemment, c'est pas final. En fait, je pense que le moment charnière que les campagnes attendent tous, soit avec une certaine trépidation ou une certaine inquiétude, ce sont les débats. La semaine prochaine qui arrive, le débat français va être évidemment très important pour le Québec, mais surtout pour un test pour Mark Carney, qui, on le sait, n'est pas tout à fait à l'aise et surtout pas autant qu'en anglais. On va en reparler, Christopher, parce qu'on va parler en particulier du Québec. Guillaume, est-ce que des gros noms là, qu'on s'attend à revoir, que les partis s'attendent à revoir? Bien, on a vu que le NPD essaie de s'accrocher à quelque chose. Là. On a vu le nom de Ruth-Hélène Brosseau. Est-ce que c'est une candidature vedette qui peut faire bouger quelque chose au Québec pour le NPD? Je suis pas convaincu, mais en tout cas, ça fait une porte-parole de plus pour parler au nom du parti qui est connu. Est-ce qu'elle va se faire élire? Est-ce qu'elle va se faire élire, en fait? Moi, on me dit en coulisses qu'on compte un peu quand même sur une bataille à trois entre le Bloc et les libéraux, parce que c'est très bloquiste et NPD. Les libéraux sont un peu moins dans la course, mais avec les libéraux qui sont quand même très, très forts au Québec en général, on se dit peut-être que Ruth-Hélène Brosseau pourrait se faufiler entre les deux. Mm-hmm. Après, est-ce que ça change vraiment les destinées du parti au Québec? Je suis pas convaincu. Joël Denis, comment ça commence à se dessiner maintenant, là, ce qui reste de la campagne? Bien, pour ce qui est, je veux revenir sur les noms des ministres qui pourraient sauver leur siège. Il y en a quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Stephen Guilbeault, qui était menacé avant que la remontée des libéraux au Québec, maintenant a de bonnes chances de garder son siège. Mm-hmm. La ministre Élisabeth Bruyère, ministre du Revenu, aussi dans Sherbrooke, aussi a de bonnes chances de conserver son siège parce que les libéraux ont tellement augmenté au Québec. Et il y a une bataille qu'on suivait de très près, celle à Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, qui a changé de nom, le nouveau comté, qui oppose Diane Leboutillier, l'ancienne ministre des Pêches, qui maintenant a été écartée du cabinet, contre Alexis Duchesne, un député vedette du Bloc québécois. Ancien là, la lutte s'annonce très serrée. Oui, c'est ça. La lutte s'annonce très serrée. Donc, on pense pouvoir sauver les meubles et même en gagner pas mal chez les libéraux au Québec, ce qui leur permet de souffler un peu plus qu'avant le début de cette campagne électorale où on pensait qu'on s'en allait carrément à l'abattoir. Donc, la donne a véritablement changé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça change évidemment le discours de ceux qui étaient impliqués au Québec, le Bloc québécois qui doit maintenant aligner toutes ses munitions vers le Parti libéral pour tenter d'égratigner l'armure libérale qui semble, pour le moment, être un gros téflon parce que rien n'accroche à l'heure actuelle. C'est ce que je retiens justice de cette mi-campagne, c'est que l'armure libérale, même si on l'égratigne, même si on tente de ternir l'image des libéraux, rien ne colle. C'est vraiment hallucinant comme déroulement de campagne. Oui, exactement. Je vais rester avec vous, si vous voulez bien, Joël Denis, pour parler justement du Québec. On y arrivera, Christopher. Je sais que vous voulez en parler, là, mais est-ce que donc vous dites, Joël Denis, qu'il n'y a rien de colle, là. C'est un peu de téflon en ce moment, le Parti libéral. Alors, est-ce que le Québec va changer la donne un peu? Est-ce que les problèmes de français de Mark Carney vont un peu fissurer cette armure? Ce qu'il a dit sur la loi 96, la clause dérogatoire, également? Ça reste à voir, mais moi, j'ai comme l'impression qu'à l'heure actuelle, les Québécois, la majorité des électeurs du Québec, cherchent un premier ministre capable de défendre le Canada face aux États-Unis.
Donc, le discours souverainiste, nationaliste ne colle pas. C'est un peu la difficulté à laquelle est confronté à l'heure actuelle le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Donc, compte tenu qu'on est prêt, il semblerait, chez les électeurs québécois, à passer l'éponge sur la qualité du français de Mark Carney pour opter pour quelqu'un qui aurait les compétences pour affronter la crise économique qui se profile à l'horizon, le débat risque de ne pas changer grand-chose. Je pense, à moins que Mark Carney commette une erreur monumentale durant ce débat, ne va pas changer forcément grand-chose pour ce qui est des appuis aux libéraux au Québec. Parce que l'enjeu, on le dit depuis le début de la campagne, l'enjeu, la question de l'urne, si vous voulez, c'est véritablement qui est le plus apte à affronter Donald Trump sur le terrain économique, sur la défense de la souveraineté canadienne. Et à ce compte-là, Yves-François Blanchet ne peut pas être premier ministre du Canada, donc ça a un peu affaibli sa cause auprès des électeurs. Oui. Christopher, on y vient justement à ce que vous vouliez dire sur le Québec. On le sent quand même là, que l'option souverainiste et même le désir d'élire donner beaucoup de sièges au Bloc s'émousse un peu quand même. S'émousse. En fait, c'est très anecdotique, là, mais j'ai parlé à quelques personnes, connaissances que j'ai, qui sont des souverainistes aguerris. Et pour la première fois, on me parle qu'on veut appuyer un parti fédéraliste. Un a dit conservateur, l'autre a dit libéral, donc c'est 50-50. La province est divisée en deux, selon moi. Non. mais c'était intéressant pour moi parce que c'était la première fois que ces gens-là, des gens de ce profil-là, s'ouvraient à l'idée que peut-être en ce moment, la souveraineté n'est pas mon enjeu principal. Des gens pour lesquels ça l'a été depuis plusieurs élections. Alors, je trouve, évidemment, ça rend la tâche énormément plus difficile pour M. Blanchet de se frayer une place, et d'autant plus qu'on sait, ou on soupçonne très fortement, que l'administration Trump veut mettre des tarifs additionnels sur le bois d'œuvre. Alors, ça, tant que ça existe, les Québécois, c'est une industrie énormément importante pour la province, les gens vont vouloir voir c'est quoi, comment est-ce qu'on peut contrer ça, comment est-ce qu'on peut négocier. Ils vont regarder François Blanchet et dire, ça ne sera jamais lui qui va le faire. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que la menace de ces tarifs et ensuite peut-être des tarifs sur le bois d'œuvre additionnels tourne encore plus le vote du Bloc vers les libéraux et les conservateurs. L'ennemi, c'est Trump. L'ennemi, c'est Trump. Exactement. Non, c'est ça. Puis M. Blanchet essaie de jouer sur cette carte. La première semaine, c'était la carte nationaliste économique. Ouais. Dire, nous, on est là pour protéger les intérêts économiques du Québec. Dans une négociation globale, ça prend... C'est un peu la stratégie du garde-fou, là, qui est un peu la même chose avec le NPD. Et en cette deuxième semaine, moi, ce qu'on me dit, c'est que, bon, là, on va essayer de marteler un peu plus les thèmes identitaires. Bon, on l'a vu avec la culture aujourd'hui et tout ça. Est-ce que ça va coller? Est-ce que autre chose que Trump va coller cette semaine, la semaine prochaine, dans les débats, ça va être ça un peu l'histoire des prochaines semaines et de la campagne. Mais est-ce que le Bloc en est bien conscient de ça? Oui, ils en sont conscients. Mais les conservateurs aussi en sont conscients. Le NPD aussi, sont un peu énervés de tout ça. Je veux dire, sont un peu... Et c'est le terme poli, ça. Oui. Non, exactement. Puis de l'autre côté, M. Carney a fondé toute sa campagne là-dessus. Puis on a vu qu'ils sont même agiles. Puis ils sont très... Par exemple, ce matin, c'est une entrevue sur l'environnement, une annonce sur l'environnement qu'ils étaient censés faire. Oui. Et finalement, ils ont devancé une annonce qu'ils devaient faire plus tard sur l'aide aux personnes âgées. Pourquoi? Parce que les bourses sont en train de se fonder. Oui. On est lundi. Voilà. Tout le monde est en train de se demander, mais où vont mes retraites, mon argent de la retraite et mes fonds de pension, etc. Oui. Donc, on voit que les libéraux, depuis le tout début, sont très, très, très concentrés sur la question de l'urne essentiellement. Oui. Et puis que les autres sont soit dans l'ombre ou soit en rattrapage et que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement frustrant. C'est pas qu'ils mènent une mauvaise campagne. Là. Non, mais c'est jamais bon dans une campagne, on s'entend, là, quand on donne l'impression d'être en rattrapage continuellement. Exactement. Il y a un sondeur avec qui j'ai parlé la semaine dernière, au lendemain, donc le 3 avril, au lendemain de l'annonce tarifaire de Donald Trump contre le monde entier, et il me disait, maintenant que ça, c'est fait, on sait à quoi s'attendre, la campagne entre dans une deuxième phase, et là, on va parler des vrais enjeux. Vrai, pas vrai, d'accord, pas d'accord? Ça fait une semaine ou presque. Après, les tarifs sur les automobiles, c'était mercredi, il y a 2 semaines, donc on est presque à 2 semaines et on en parle tous les jours encore. Oui. Puis on parle aussi des contre-coups. Guillaume a mentionné évidemment la dégringolade en bourse totale. Et je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, Guillaume a soulevé un point intéressant, c'est la flexibilité. On dirait que l'itinéraire de Mark
Mark Carney, les annonces de Mark Carney sont toutes écrites au crayon à la mine. Ils s'effacent facilement, ils les réécrivent. Ceux de Pierre Poilievre semblent être écrits à l'encre indélébile. Moi, le jour où ils annonçaient les tarifs sur les automobiles, un peu par surprise, là, ce fameux mercredi soir, bien, Mark Carney est rentré à Ottawa. Éventuellement, Jagmeet Singh, Il est à Windsor, il est allé genre jour et demi, il est allé à Windsor. Mais Pierre Poilievre n'a pas changé son itinéraire. Il est allé faire une annonce en Colombie-Britannique sur les CELI. Et on rit encore. Moi, j'entends beaucoup de gens encore un peu rire de cette annonce-là, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que les gens disaient que c'était tellement pas dans le ton de ce que les gens cherchaient. Puis quand les gens pensent à si le coût de la vie et si les choses vont rester abordables, ils sont pas en train de penser est-ce que je peux mettre 5 000 $ de plus dans mon CELI. Ils espèrent juste que leur CELI va tenir le coup. Oui. Mais ils ne mettront pas plus dans... Donc, ou leur emploi, exactement. Et ou l'entreprise dans si le on perd village notre où ils emploi, habitent. on ne verse pas plus dans notre CELI. Oui. Donc, c'est cette rigidité dans la campagne de M. Poilievre, encore à ce jour, m'étonne. Ça s'explique mal, effectivement. Joël Denis, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir d'autres sujets d'ici la fin de la campagne? C'est quand même plusieurs jours. Tous les partis politiques, autres que le Parti libéral, souhaiteraient qu'on parle d'autre chose que Donald Trump, mais Donald Trump va rester dans l'air du temps. Pourquoi? Comme mes collègues l'ont souligné, chaque parole qu'il prononce, chaque mesure qu'il annonce a un impact sur le Canada. On l'a vu encore aujourd'hui avec les bourses qui tombent. M. Trump qui parle peut-être qu'on va maintenir les tarifs, on va peut-être négocier. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes qui persistent. Ça a un effet sur les bourses. Et je suis d'accord avec mes collègues, c'est pas que les autres partis font une mauvaise campagne, c'est juste que c'est Donald Trump qui dicte le déroulement de la campagne actuelle et ça profite largement aux libéraux, d'autant plus qu'ils ont un chef qui a vécu des crises, la crise de 2008 et 2009, la crise du Brexit, alors qu'il était gouverneur de la Banque du Canada en 2008-2009, mais aussi gouverneur de la Banque de la Grande-Bretagne lors du Brexit. Maintenant, les conservateurs vont tenter de relancer leur campagne ce soir à Edmonton lors d'un grand rassemblement. C'est intéressant. Qui va faire son entrée en scène? L'ancien premier ministre de Stephen Harper qui va venir introduire Pierre Poilievre. Ça illustre que le Parti conservateur cherche une étincelle pour lancer une campagne qui fait du surplace à l'heure actuelle. Est-ce que ça va être suffisant? J'en doute, moi, parce qu'on ne va pas voter sur le bilan de Stephen Harper, on vote sur ce qui s'en vient et ça favorise évidemment les libéraux à mon égard. En 20 secondes. Ouais. Moi, je vais être, pour rebondir là-dessus, je vais être curieux de voir si ce que M. Harper dit de Mark Carney, parce que c'est quand même lui qui l'a embauché. Il voulait que ça soit un ministre des Finances aussi. Alors, je veux dire, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que M. Harper aussi rappelle que M. Carney était assez crédible à ses yeux d'un point de vue économique. Et qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Une crise économique mondiale. Oui, difficile de le démolir maintenant, effectivement. Le mot de la fin, Christopher, sur surveiller ce qui va se passer à Edmonton ou autre chose cette semaine? Oui, là, mais j'ai très hâte. Ça va écouter. On s'attend à plus de 11 000 personnes. Ça va être un gros rassemblement. J'ai très hâte de voir ce que M. Harper va dire par rapport à Poilievre, mais c'est sûr qu'ils essayent de s'accrocher à cette apparence. Les raisons qu'Harper a gagné en 2006 et 2008, il avait l'air de l'homme sérieux, un peu ennuyant, économiquement parlant, qui parlait, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Pierre Poilievre contre Mark Carney. On va voir si ça se reflète. On verra bien. Merci à vous trois. Merci. Merci.